Bienvenue sur Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet un peu sombre, mais absolument crucial. On va parler de ces moments où tout bascule, de ces catastrophes d'ingénierie qui, au-delà de la tragédie, sont devenues des leçons fondamentales, des leçons qui ont complètement redéfini la manière dont on conçoit notre monde. Et ça, c'est vraiment le paradoxe au cœur de l'innovation, n'est-ce pas? Chaque grande avancée, elle comporte des risques. C'est en analysant nos erreurs, même les plus terribles, qu'on progresse. L'échec, au final, c'est pas une fin en soi. C'est une donnée absolument cruciale. Parce que vous savez, parfois, la ligne est incroyablement fine. La seule chose qui sépare une merveille de technologie d'une véritable tragédie humaine. C'est quoi? Un seul petit détail. Un détail qui a été négligé, une modification qui paraissait anodine, une mauvaise communication, et hop, tout bascule. Notre premier cas d'étude, il en est l'exemple le plus tragique. On part à Kansas City. Imaginez un hôtel ultra moderne, une véritable prouesse d'architecture pour l'époque. Mais voilà, une modification, en apparence toute petite, toute mineure, va transformer ce qui devait être une soirée de fête en un véritable désastre national. On est le 17 juillet 1981. Dans le Hyatt Regency, l'ambiance est à la fête. Il y a de la musique, des gens qui dansent. On parle de plus de 1500 personnes réunies dans ce hall immense et spectaculaire pour un thé dansant. Et juste au-dessus d'eux, il y a ces passerelles suspendues, pleines de monde, des gens qui profitent de la vue, sans se douter une seule seconde du drame qui est sur le point de se jouer. Et puis, d'un coup, un bruit assourdissant qui déchire la musique. Les passerelles, celles des 2e et 4e étages, s'effondrent. Elles tombent sur la foule en dessous. Le bilan est absolument terrible. 114 morts, plus de 200 blessés. Pour vous donner une idée, à l'époque, c'était l'effondrement structurel le plus meurtrier de toute l'histoire américaine. Alors la question que tout le monde se pose, c'est comment ? Comment est-ce que ça a pu arriver? Ça a hanté les enquêteurs parce que la structure était neuve, les matériaux étaient solides. La réponse, en fait, elle n'était pas dans un défaut de matériaux, mais dans un simple changement de conception. Un changement sur un plan, un schéma. Et voilà l'erreur. Elle est là, sous nos yeux, dans ce schéma. Regardez bien. Le plan original, sur la droite, il prévoyait une seule longue tige pour tenir les 2 passerelles. Simple, mais lors de la construction, à gauche, ça a été changé. Ils ont utilisé 2 tiges séparées. La première tige tenait la passerelle du 4e étage et la deuxième, elle était fixée directement à cette passerelle du 4e pour soutenir celle du 2e. Et c'est là que tout se joue. Ce changement, qui peut paraître anodin, a en fait reporté tout le poids de la passerelle du bas sur la connexion de la passerelle du haut. La connexion du 4e étage, elle était conçue pour supporter son propre poids. Point. Et d'un coup, elle s'est retrouvée à devoir en supporter 2. Elle n'était absolument pas faite pour ça. La charge a littéralement doublé et l'assemblage a lâché. Maintenant, on change de décor. On passe à une autre histoire, un autre cas où le problème, il n'était pas caché dans l'acier, mais dans la communication. Une catastrophe qui n'est pas arrivée par manque d'infos, pas du tout, mais parce que l'information n'a pas été transmise. Pas clairement en tout cas. Le truc incroyable avec Challenger, c'est que les ingénieurs, eux, ils savaient. Ils connaissaient le risque. Alors la vraie question, c'est pourquoi la navette a-t-elle décollé ? La veille du lancement, les ingénieurs de Morton Tickle, c'est eux qui fabriquaient les propulseurs, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Ils savaient que le froid glacial prévu en Floride allait rendre les fameux joints toriques en caoutchouc, les O-rings, beaucoup trop rigides, et donc qu'ils n'allaient pas bien sceller les joints. Leur recommandation était formelle. Il faut reporter le lancement. Et pour convaincre les décideurs de la NASA, voilà ce que les ingénieurs ont présenté. Un paquet de graphiques. Assez complexe, soyons honnêtes. Plein de jargon technique, de données un peu partout. Ils essayaient de trouver qu'il y avait un lien, une corrélation entre le froid et les dommages sur les joints. Mais le message principal, il était complètement noyé dans la masse. Ça manquait cruellement de clarté. Résultat, face à l'urgence, à la pression de tenir le calendrier de lancement, les responsables de la NASA, ils n'ont pas été convaincus. Pour eux, les données étaient trop confuses. Les avertissements des ingénieurs ont tout simplement été rejetés. Pire, la direction de Thiokol elle-même a été poussée à donner son feu vert, à passer outre les objections de ses propres experts. Et là, regardez la différence, c'est brillant. Des mois plus tard, pendant l'enquête, le physicien Richard Feynman a fait une démonstration toute simple. Il a pris un bout de joint torique, il l'a plongé dans un verre d'eau glacée et il l'a serré avec une pince. Le joint n'a pas repris sa forme. C'est tout. En quelques secondes, il a montré à la Terre entière, sans le moindre graphique, quel était le problème. Une communication simple, claire, ça aurait pu sauver cette vie. Allez, on avance dans le temps, on arrive à notre époque. Une époque où les failles sont invisibles. Elles sont cachées dans des millions de lignes de code.
L'histoire du Boeing 737 MAX, c'est l'exemple parfait de ce qui se passe quand on fait une confiance un peu aveugle à l'automatisation, sans prévoir les garde-fous nécessaires. Et ça peut être fatal. Alors, il faut qu'on parle du MCAS. C'est quoi ce truc? En gros, c'est un logiciel. Il a été conçu pour une raison bien précise, pour que le nouvel avion, le 737 MAX, se comporte exactement comme l'ancien. Pourquoi? Pour éviter de devoir reformer tous les pilotes, ce qui coûte une fortune. Le contexte est simple. Pour faire face à la concurrence d'Airbus, Boeing a dû mettre des moteurs plus gros sur son 737. Sauf que ça a changé l'aérodynamisme de l'avion, qui avait tendance à cabrer. Le MCAS, c'était la rustine logicielle pour corriger ça automatiquement. Une solution logicielle à un problème matériel, poussé par des raisons purement économiques. Et c'est là, bien sûr, que tout a déraillé. L'énorme problème, c'est que le MKS ne se basait que sur une seule capteur. Un seul. Pas de redondance. Donc forcément, le jour où ce capteur tombe en panne et envoie des données fausses, le MKS, lui, il croit que l'avion est en train de décrocher. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pique du nez pour corriger. Encore et encore et encore. Et les pilotes, qui pour la plupart ignoraient tout de ce système, se retrouvaient à se battre contre leur propre machine. Alors, si on prend un peu de recul, ces trois catastrophes, elles sont très différentes, techniquement, mais elles ont un point commun, un fil conducteur. Au fond, ce ne sont pas seulement des échecs techniques, un problème d'acier, de caoutchouc, de code. Non, ce sont avant tout des échecs humains, des échecs d'éthique. C'est vraiment ça le point clé à comprendre. La connexion du HIAT, oui, elle était défectueuse, mais pourquoi? Parce qu'un changement de plan n'a pas été vérifié ni même communiqué correctement. Les joints de Challenger, oui, ils étaient faibles, mais pourquoi? Parce que des avertissements très clairs ont été balayés sous la pression. Et le MCS, oui, c'était un logiciel avec des failles, mais pourquoi? Parce qu'il représentait une confiance démesurée dans l'automatisation sans les sécurités de base. Heureusement, pour guider les professionnels face à ces dilemmes, il existe des garde-fous, des codes de déontologie comme celui de la National Society of Professional Engineers. Et attention, ces règles, ce ne sont pas juste des suggestions, c'est la base, le fondement même de la confiance que le public accorde à toute la profession. Et de tous ces principes, s'il n'y en avait qu'un à retenir, ce serait celui-là. C'est la règle d'or, la priorité absolue. Tenir pour primordial la sécurité, la santé et le bien-être du public. Dans chaque histoire qu'on vient de voir, cette obligation fondamentale a été bafouée, que ce soit par pure négligence, à cause de la pression, ou par un excès de confiance dans la technologie. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de l'ingénierie, pour la fabrication de demain, surtout dans un monde qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus automatisé? Parce que ces tragédies, ce ne sont pas juste des histoires qu'on se raconte pour se faire peur. Non, ce sont les leçons, les piliers sur lesquels repose toute l'ingénierie moderne. Aujourd'hui, chaque étudiant en ingénierie étudie le cas du Hyatt Regency, pas seulement pour la mécanique, mais pour l'importance de la communication et de la responsabilité. Ils étudient Challenger pour comprendre à quel point la clarté des données est vitale et pour parler de courage éthique. Ils analysent le 737 MAX pour comprendre les dangers des systèmes trop complexes et de l'interaction entre l'humain et la machine. Au final, la vraie question, c'est celle-là. Alors que tout devient plus automatisé, plus complexe, comment fait-on pour s'assurer que nos créations respectent toujours, ce devoir éthique fondamental? C'est la question que chaque ingénieur, chaque innovateur doit se poser. Parce qu'apprendre de l'échec, finalement, c'est pas juste améliorer un matériau ou corriger une ligne de code. C'est bien plus que ça. C'est construire une culture. Une culture de responsabilité, de communication, et une culture où la sécurité humaine passe avant absolument tout le reste. Voilà le vrai défi pour la prochaine génération. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous sur Next Gen Manufacturing Nexus.